Nous allons passer à la communication suivante et j'ai le plaisir de demander au médecin général François Pont. Alors nous allons passer à l'orateur suivant, une petite modification dans l'ordre des communicants. C'est maintenant Olivier Ehrenberg de Lausanne qui va exposer le sujet suivant, des dieux et des hommes, approche de la maladie en Afrique et en Europe. Olivier Ehrenberg, que je remercie de revenir encore parmi nous. L'année dernière, il avait déjà fait une très belle présentation à l'Académie et je lui donne la parole. Merci beaucoup, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être de retour devant vous. Et je suis très très heureux de deux choses. D'abord qu'il y ait une séance sur l'humanitaire et d'autre part qu'il y ait autant de participants. Et j'espère qu'elle sera suivie de nombreuses autres séances de ce type. Cette année, je fête 30 ans de chirurgie humanitaire en Afrique subsaharienne et dimanche, je repars au Bénin. Et Claude Huguet et Philippe Marre m'ont demandé est-ce que je voulais intervenir sur ce sujet. Et plutôt que de vous parler de médecine, j'ai eu envie de vous parler d'autre chose. C'est-à-dire que j'ai eu envie de vous parler du contexte culturel dans lequel on travaille, l'expérience comparée de l'Europe et de l'Afrique que je connais, et je crois que c'est un regard qu'on n'évoque pas très souvent. Alors, de tout temps, la méconnaissance des origines des phénomènes non compris a conduit les peuples à chercher des causes dans l'irrationnel. Et il y a une discipline qui est apparue vers les années 60 qui s'appelle l'anthropologie médicale. Et il faut bien penser que le concept de la maladie, la façon d'approcher la maladie, est caractéristique d'une culture. Alors l'anthropologie médicale, et je ne me prétends pas du tout faire de l'anthropologie médicale, elle repose sur le postulat que la maladie est gérée et traitée selon des modes différents d'une société à l'autre. Et ces modalités sont liées à un système de croyances et de représentation qui sont déterminées en fonction de la culture dans laquelle on évolue. Alors, je vais vous parler tout d'abord de l'évolution du regard de la maladie en Occident, et vu le temps qu'on m'a accordé, je vais faire très très court là-dessus, mais dans le texte écrit que je remettrai à l'Académie, ce sera très développé. Par contre, pour que vous compreniez, pour finir la partie la plus importante qui est le regard dans les pays subsahariens, je dois quand même introduire certaines notions sur les cultures d'Afrique subsaharienne. Alors commençons par le regard sur la maladie en Occident. Il faut penser qu'une maladie est apparue à la suite d'une cause donnée, c'est quelque chose de très récent. Vous allez voir que ça date de la Renaissance. Et c'est seulement depuis là qu'on a des traitements rationnels. Auparavant, on était dans la fatalité et dans le divin. C'est-à-dire que les maladies arrivaient parce qu'on n'y pouvait rien, parce qu'on avait fait quelque chose de faux, ou parce qu'un dieu vous voulait du mal. Les malformations, les troubles mentaux ont très vite, déjà à Sumer, été différenciés des maladies. Et ça a duré à peu près 10 siècles, 15 siècles, mettons. Et puis ensuite, au Moyen-Âge, est apparu le concept marqué par l'idée de l'Apocalypse que les maladies, c'était le jugement, la punition. Et vous connaissez les représentations qui en sont. Vous avez l'Apocalypse d'Angers qui est là. Et puis c'est donc à Jean Fernel qui a été le premier, en fait, à identifier la maladie comme une affection. C'est-à-dire que Jean Fernel a donc considéré et prouvé dans 5 livres, mais essentiellement celui qui s'appelle La pathologie, que la maladie n'est pas quelque chose qui est tombé comme cela, et que la maladie a des signes et des symptômes que l'on peut étudier qui permettent de les comprendre. C'était une révolution, c'est pour ça que c'est important de dire 2 mots de Fernel, parce que pendant 13 siècles, c'était l'héritage de Galien, on ne pouvait rien faire d'autre. Et donc il a été le premier à définir la maladie comme une affection du corps vivant et comme quelque chose que le médecin peut réparer, le médecin ou le chirurgien bien entendu. Alors, je m'arrête sur le problème culturel occidental parce que vous le connaissez très bien et je vais plutôt vous parler de ce que vous connaissez moins bien, c'est le référentiel culturel en Afrique subsaharienne pour le comparer à notre référentiel à nous. Et je vais vous parler successivement des mythes et des cosmogonies, du Fa, du vaudou, de la palabre et du culte des ancêtres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les médecines traditionnelles subsahariennes correspondent à un système de pensée qui est tout à fait logique et cohérent, mais ça ne fait qu'à peine 50 ans que c'est quelque chose qui est admis. Elles sont irrationnelles pour nous
parce qu'on ne veut pas se pencher sur l'idée magico-mystique qui est derrière et qui explique tout ça. Mais il faut bien penser qu'avec le mode de pensée magico-mystique qui est là derrière, au niveau par exemple du cosmos, les populations africaines ont été capables de faire de l'astronomie avec une précision absolument extraordinaire. Donc pourquoi pas de la médecine aussi. Et ce n'est pas parce que cette médecine fait appel à des techniques empiriques qu'elles ne permettent pas d'expliquer et de soigner la maladie. Alors, la compréhension des pensées magiques est absolument indispensable pour savoir comment ils traitent les maladies. Et donc, il nous faut étudier les mythes et les cosmogonies. Alors, on doit beaucoup à cet homme qui est Marcel Griaule. Marcel Griaule est un Français qui était chez les Dogons pendant 7-8 ans. Il allait en mission très régulièrement. Et puis, un jour, il a reçu dans sa case un messager qu'il a envoyé vers un vieil homme qui s'appelle Ogotemeli et qui était aveugle et qui lui a dit en clair « Je vais t'expliquer ce que tu as toujours voulu savoir ». Et au cours de 33 entretiens, il a raconté à Marcel Griaule toute la cosmogonie, toute la théogonie de l'Afrique subsaharienne. Et c'est comme ça qu'on la connaît par ce livre dont vous venez de voir la couverture, la première édition, qui s'appelle Dieu d'eau, et qui nous permet de comprendre comment fonctionne le mode de pensée, en tout cas chez les Dogons. Alors rapidement dit, il y a un mythe fondateur qui dit qu'il y a un Dieu suprême, plutôt un couple de dieux, inaccessible aux humains qui règne sur l'univers. Alors, il faut bien dire, et je vous le détaillerai dans le texte écrit que je vous remettrai, que la similitude qu'il y a entre la culture gréco-romaine et la culture subsaharienne est juste époustouflante. Tout correspond. Et donc, il y a des dieux suprêmes, et ensuite il y a un grand nombre de divinités, qui sont ceux du panthéon grec. Et puis, il y a tout le reste, les esprits, les génies, qui font partie de la vie quotidienne. Et pour la plupart, c'est les esprits des ancêtres qui ont une place absolument gigantesque, le vaudou. Alors, je vous donne quelques exemples. Les dieux fondateurs ne sont pas représentés. Ils existent, on ne communique pas trop avec eux. Ensuite, les autres dieux qui correspondent au panthéon grec, alors là, ceux-là, ils sont très présents. Vous avez ici à gauche le Goun, le dieu des forges, qui correspond tout à fait à Héphaïstos. Dan, qui est un dieu extraordinaire, qui est le début et la fin, qui est le cycle des choses, qui est le dieu de la fécondité. Evieso, qui est le dieu du tonnerre, etc. Donc, il y a les dieux. À côté de ça, il y a le Fa. Et le Fa est quelque chose d'absolument indispensable pour comprendre comment marche la médecine dans ces régions subsahariennes. Le Fa, c'est un système divinatoire où vous avez un oracle du Fa qui s'appelle le Bokonon. C'est partout où les noms varient un petit peu. Et le Bokonon va soit prendre des kauris, soit des noix de palme, les jeter par terre, soit en vrac, soit les jeter par terre sur une table couverte de cendres ou de sable, soit les jeter sous forme de chapelet, de 4 paires de 2 chapelets. Et avec ça, il va dire l'avenir. C'est-à-dire, il va dire l'avenir, je m'entends quand je dis il va dire l'avenir. De nouveau, il y a un parallèle absolument frappant entre le Fa et par exemple la Pythie à Delphes, ou bien la Sibylle à Cume. C'est-à-dire que l'oracle va donner une explication, mais il ne va pas vous donner le mode d'emploi. C'est à vous de comprendre l'explication qui est sibylline, si j'ose dire. C'est-à-dire que dans le mode de pensée africain, vous n'êtes pas coupable de ce que vous faites, mais vous êtes coupable de l'interprétation, ou de la mauvaise interprétation que vous avez fait de l'oracle du Fa. Alors, il faut savoir que le Fa est quelque chose d'absolument extraordinaire, au point que l'UNESCO l'a mis sur la liste des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Vous avez ici une table de Fa pour ceux qui travaillent avec la cendre. Alors le vaudou, c'est encore autre chose. Le vaudou, c'est un système de pensée, et je crois qu'on peut le définir comme ça, parce que c'est très très difficile à définir. C'est un système de pensée qui postule que le monde est un ensemble harmonieux, dont on peut rétablir l'ordre lorsqu'il est perturbé. Et les perturbations du système harmonieux, c'est bien sûr la maladie, l'échec, la mort, etc. Par des mythes, par des rites, par des pratiques qui vont rétablir l'ordre universel. Et le vaudou est surtout une pratique qui assure la cohésion sociale, mais aussi qui est une pratique liturgique. Alors vous avez ici, par exemple, 2 temples vaudous qui sont en fait des cases dans lesquelles on peut pratiquer ces rites. Ensuite, vous avez les fétiches.
Alors les fétiches sont omniprésents. Les fétiches sont représentés absolument partout quand vous vous promenez en Afrique subsaharienne. Il suffit d'ouvrir les yeux, il y en a partout. Vous les voyez. Alors, l'objet fétiche n'est pas la représentation de la divinité, mais son incarcération, sa présence matérielle. Vous voyez, c'est une case fétiche avec ici une case vaudou, avec devant le fétiche du dieu Legba, parce qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit-là. Voilà des représentations de fétiches qu'on trouve à des croisées de route, par exemple ici à gauche. Ici, c'est dans un milieu domestique. Ici, c'est ma propre fille à côté d'un arbre entouré d'un pagne avec le dieu Legba ici et une calebasse qui contient des objets particuliers. Cet arbre est magique. Donc cet arbre donne des pouvoirs ou aide la population locale. Alors, les fétiches, toutes ces formes de fétiches, c'est une présence matérielle de l'invisible. C'est assuré par ces objets rituels et c'est des pratiques, des cérémonies, etc. qui vont fixer le Dieu dans le fétiche. C'est la prière, c'est le sacrifice, c'est les libations. Et les fétiches sont faits de tas de choses. Ils sont faits des représentations du Dieu. Par exemple, si le fétiche représente le Dieu Goun, il y aura du métal dedans. Voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une occidentalisation de ces fétiches, c'est-à-dire que c'est triste, au lieu de voir des fétiches en terre battue, on commence à voir des fétiches en ciment. C'est un peu désespérant. Alors, presque tout le monde en Afrique subsaharienne, toutes les classes sociales, même s'ils ne vous le disent pas, ont des fétiches sur eux ou à côté d'eux, pour se prémunir d'un événement, pour porter chance, pour la fertilité, pour combattre la maladie, pour éviter les accidents. Alors on achète les fétiches un petit peu partout. Le plus célèbre, c'est le marché aux fétiches de Lomé, à Togo. Alors c'est absolument immense, et vous avez des fétiches de toutes sortes. Alors, il faut savoir, nous, que nous traitons des enfants qui ont tous des fétiches. Pratiquement tous les enfants qui m'ont été adressés, pratiquement tous les enfants que j'ai traités en Afrique, ont des fétiches. Et il faut les respecter. Parce que, d'abord, ça a coûté très cher à la famille. Parfois, ils se sont endettés d'une chèvre, d'une pintade, quelque chose comme ça. Et ensuite, parce que ça fait partie du système social. Enlever leurs fétiches pour juste les soigner ne les soignera pas. Donc, si vous opérez dans le thorax, par exemple, cet enfant qui a une maladie, non, ça c'est un Hirschsprung. Si vous opérez cet enfant dans son ventre, vous allez enlever le fétiche, mais avant de le renvoyer chez lui, vous remettez le fétiche à sa place, sinon cet enfant aura des problèmes. Celui-là qui a une omphalocèle, c'est la même chose. Et puis bien sûr, si on opère dans le thorax un enfant qui a un fétiche abdominal, il n'y a pas besoin de l'enlever, même si votre surveillante en chef, elle vous fait les gros yeux et elle vous fait des remarques désobligeantes. Et puis il y a encore la palabre. La palabre, c'est aussi quelque chose de très important. On parle. La palabre, c'est une réunion d'un groupe qui permet de résoudre les problèmes, y compris la maladie, de résoudre les conflits, de gérer la maladie. Et la palabre a une vertu thérapeutique et elle fait partie de l'acte médical. C'est-à-dire que la palabre aboutit à la guérison et permet de prendre la bonne décision. Et une des façons que j'ai eu de comprendre l'importance de ça, vous savez que je remplace des œsophages et j'ai eu des problèmes de suivi, des problèmes dans certaines régions, en particulier au Togo, et c'est un frère catholique de la congrégation Fate Bene Fratelli qui m'a dit, si tu veux que ça marche, il faut aller voir les sorciers. Et j'ai donc été voir les sorciers avec la famille, les proches, etc. Et dès l'instant où on les implique, on est dans un processus de guérison et tout se passe bien. Alors, le dernier élément qu'il faut comprendre, c'est le culte des ancêtres. C'est-à-dire que le culte des ancêtres est divinisé. Les ancêtres sont parmi nous et ils sont tout le temps là. Rien n'est fait sans demander leur aide et leur protection et leur avis. Ils sont tout le temps présents dans les familles, ils sont tout le temps présents partout. Et je reviendrai dans la définition de mort pour vous dire pourquoi c'est tellement important, parce qu'on ne meurt pas dans la société africaine. Alors voilà des autels des ancêtres. Vous avez à droite un petit hôtel familial modeste. Vous avez un hôtel royal ici avec tous les assins. Et puis, je vous donne, même si on est un peu court de temps, c'est tellement beau, je vous donne à lire le poème de Birago Diop. Birago Diop est un Sénégalais qui était un ami de Léopold Senghor, qui est mort il y a une vingtaine d'années, et qui dit « Ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans l'ombre qui s'éclaire, dans l'ombre qui s'épaissit, les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre, dans le bois, etc. » C'est pour ça qu'il y a tellement de fétiches, parce qu'ils sont omniprésents parmi nous. Et donc, les ancêtres, c'est très important. Alors, il y a une chose que justement ce frère de Fate Bene Fratelli m'avait appris,
et qui connaît très très bien ses ouailles, c'est qu'ils sont tous chrétiens, mais ils sont chrétiens de jour et animistes la nuit. Et donc, tout ce dont je viens de vous parler est absolument fondamental. Et la médecine que nous leur proposons et la chirurgie que nous leur proposons ne peut que s'intégrer dans une démarche au milieu des autres pratiques. Autrement, nous perdons notre ton et nous allons à l'échec. Alors, je vous donne quelques pistes. Les jumeaux, par exemple, il y a un taux de gémellité très élevé, en particulier chez les Yoruba, beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Les jumeaux, c'est une intervention divine. Les jumeaux sont vénérés, leur mère aussi est vénérée, ils font l'objet d'un culte. Voilà des fétiches de jumeaux. Si un jumeau meurt, on fabrique une statue et qui remplace le jumeau. Et la statue va être soignée non seulement par la mère, mais par toutes les générations suivantes. Ces jumeaux, par exemple, ces fétiches de jumeaux s'appellent des ibeji. Si vous êtes un peu amateur d'art africain et qu'on vous vend un bel ibeji en bon état, c'est un faux. Parce que par définition, un ibeji a été lavé, soigné ou impensé, donc il est forcément en mauvais état s'il est authentique. La maladie, et c'est peut-être là le plus important pour nous, ça n'est pas une affaire individuelle. Et c'est la grosse différence avec ce dans quoi nous avons été éduqués. La maladie, c'est une affaire sociale, au sens où c'est toute la collectivité qui a été concernée dans ce qui arrive, et la prise en charge est multimodale. Nous ne sommes qu'un des éléments. Et la dimension sociale est déterminante. Le dysfonctionnement, c'est un dysfonctionnement social, c'est ça qui a amené à un problème, et il faut le comprendre si on veut le guérir. Et la personne qui est affectée n'est pas responsable de ce dysfonctionnement forcément, mais elle est responsable de le prendre en charge et de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Alors, lorsqu'une maladie est repérée, c'est pratiquement toujours par le FA. Tous les patients d'Afrique subsaharienne qui viennent nous voir ont d'abord été consultés, les ancêtres et le FA. Et il faut savoir ce qui a été dit, d'où la nécessité pour nous d'aller vers eux et de comprendre. Et par l'intermédiaire du FA, la personne va recevoir un conseil qu'il devrait suivre. Et s'il ne le suit pas, tant pis pour lui. Et la médecine et la pharmacopée ne sont qu'un des éléments de la chaîne de guérison. Alors, la médecine africaine, elle inverse le mode de compréhension. Nous utilisons les moyens que nous donne la société pour nous guérir. La médecine africaine, elle se sert des maladies pour comprendre les dysfonctionnements de la société. C'est un paradigme totalement différent. Et il faut le comprendre si on veut soigner les gens et les remettre en bonne santé. 2 mots sur les malformations. Les malformations sont toujours en rapport à un référentiel culturel, la plupart du temps bénéfique, parfois maléfique. Alors, sont des problèmes divins, les jumeaux, on l'a dit, les enfants qui ont des polydactylies, ceux qui les siègent, les accouchements par le siège, et les enfants porteurs de malformations. Par exemple, le dieu Tohosu, le roi des eaux, envoie aux hommes des enfants malformés avec des polydactylies. Chaque roi d'Abomey, la grande civilisation au centre du Bénin, avait un ou plusieurs de ces enfants polydactyles pour lesquels on a construit des temples. Vous imaginez un chirurgien plasticien ou un chirurgien pédiatre qui irait resséquer les hexadactylies de ces enfants-là, il priverait non seulement la famille, mais toute la collectivité au sein de laquelle il est, de son oracle. Le fils du roi Agagba avait 20 doigts et prédisait l'avenir. On a parlé des hernies ombilicales tout à l'heure, juste un diapo. La hernie ombilicale, il ne faut surtout pas l'opérer. Regardez toute la statuaire africaine. Ils ont tous des hernies ombilicales. La hernie ombilicale est un signe de fertilité. C'est le 3e sexe. J'ai vu des chirurgiens aller dans ces régions-là, opérer des grosses hernies ombilicales. Personne n'ose leur dire « faut pas faire ça ». Moi, je vous le dis. Et puis, terminons par la mort. La mort, c'est le regard que nous portons sur la mort. Les rites funéraires sont essentiels. Enfin, on peut lire Lévi-Strauss, on peut lire qui on veut, mais les rites funéraires ont un lien très très fort de culturel entre les vivants et les morts et entre les vivants eux-mêmes. Alors en Occident, et la caractéristique, et là je prends la parole d'un pasteur, Jean-François Noble, qui a créé l'école pastorale hospitalière, la caractéristique de notre société du XXIe siècle, il appelle ça l'analphabétisme des émotions devant la mort. C'est-à-dire que notre société aujourd'hui escamote la mort, alors que toutes les civilisations de tout temps ont fait de la mort, ont utilisé des rites pour la gérer. Il y a 1000 ans, la mort était publique.
on ne meurt pas seul, tout le monde accompagne le mort. Au cours de l'an 1000, la mort est dramatique, c'est le jugement dernier, parce que c'est notre destin qui se joue. Au XIXe siècle arrive le romantisme avec la mort pathétique, c'est de là que vient le noir qui va avec l'enterrement, c'est de là que vient l'argent, tout le décorum qu'il y a autour. Et puis au XXe siècle, qu'est-ce qu'il y a? Plus rien. On meurt à l'hôpital, en cachette, on est incinéré, il n'y a plus de cortège funèbre. Et je vous renvoie à la chanson de Brassens, mais où sont les funérailles d'antan? Et on a escamoté la mort. Alors c'est pas du tout la même chose en Afrique. En Afrique, les sociétés africaines ont gardé une tradition de rites de mort qui est extrêmement puissante. Ils mélangent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les rites chrétiens et les rites animistes. Et un décès, c'est une occasion de ciment pour un groupe social. Et on va célébrer la mort et on a des recélébrations 3 semaines après et 3 mois après. Et dans la pensée animiste, vous l'avez vu dans le poème que je vous ai montré tout à l'heure, dans la pensée animiste, on ne meurt pas, on disparaît et on revient. C'est-à-dire les morts ne sont pas morts, et quand un enfant revient, la grand-mère sait qui revient. Et la grand-mère va lui donner 2 noms, en général un nom chrétien, un nom animiste, parce qu'on n'est jamais trop sûr, mais elle sait toujours qui est revenu sous la forme de cet enfant. Donc, dans le monde occidental, la mort c'est un échec de la médecine, tandis que dans la société africaine, la mort n'a pas du tout ce rôle-là. Elle a le rôle d'achèvement d'une vie, mais elle fait partie du cycle de la nature, et c'est pas grave, parce qu'on reviendra. Enfin, c'est pas grave, on reviendra. Mais c'est en tout cas pas un échec, ni de la médecine traditionnelle, ni de la médecine occidentale. Alors je terminerai par quelques chiffres pour vous donner une petite idée de ce qui se passe. Il faut bien penser que les médecines cohabitent, mais aussi chez nous, ne rêvons pas. Il faut penser que la plupart des patients qui viennent nous voir, que ce soit pour de la chirurgie ou de la médecine, ont consulté tous les systèmes, ou en tout cas plusieurs des systèmes que j'ai évoqués, qui font partie du référentiel culturel africain, en même temps qu'ils nous consultent. Donc nous ne sommes bien qu'un maillon de la chaîne. Maintenant, chez nous aussi, on a une médecine divinatoire, si j'ose dire, une médecine socio-magique. Je compare ici, à gauche, le recours aux médecines alternatives au Nigeria, publié en 2007, à droite en France. C'est des patients oncologiques, 34% des patients oncologiques ont recours à des médecines non démontrées efficaces en France, sans le dire à leur médecin. Et vous voyez que les plantes ont un rôle très important à jouer. En Suisse, c'est pas mieux. On a fait une votation fédérale en 2005 où le peuple suisse, à 67%, a demandé qu'on mette les médecines alternatives dans ce qui était remboursé par l'assurance maladie, c'est-à-dire la médecine anthroposophique, l'homéopathie, les thérapies neurales, la phytothérapie et la médecine traditionnelle chinoise. Dans tous nos hôpitaux, y compris les hôpitaux universitaires, il y a aux urgences les numéros de téléphone des gens qui ont le secret pour les brûlures. Alors je vais vous donner quelques réalités avec ce garçon. Ce garçon, c'est Dan Poeranou, c'est un Canadien de Montréal, qui vient de présenter il y a 1 mois, quand j'étais à Montréal, à la CAPS, à la Société canadienne de chirurgie pédiatrique, un travail qu'il a fait, une méta-analyse sur les causes de décès en Afrique. Dan fait aussi depuis 20 ans des missions en Afrique, en particulier en Ouganda. Alors voilà ce qui ressort de sa méta-analyse. Vous voyez que la première cause de décès, c'est l'atrésie de l'œsophage. La deuxième, c'est les hernies diaphragmatiques pour les infections congénitales. Alors c'est quoi le contexte? Une atrésie de l'œsophage, on a essayé d'améliorer un peu le pronostic en faisant du diagnostic anténatal. Déjà chez nous, c'est pas encore idéal, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui échappent à un diagnostic anténatal correct dû à la façon dont il est fait. Mais on n'y arrive quand même pas trop mal. Et vous savez que pour que le pronostic soit bon, il faut identifier rapidement le problème, éviter de donner à manger à l'enfant pour pas qu'il en mette trop dans les poumons. Et puis ensuite, on l'opère. Imaginez le contexte africain. Le diagnostic anténatal n'est pas fait. Ils vont d'abord aller voir le FA, puis le sorcier, puis l'hôtel des ancêtres, avant de peut-être aller dans une structure médicale où on ne saura pas l'identifier. La plupart des atrésies de l'œsophage ont 1 semaine de biberon ou de tétée dans les poumons avant d'être référés à un chirurgien pédiatre. Même pour nous, avec toute notre technologie et nos moyens de réanimation, c'est très difficile. Ensuite, on a formé un certain nombre de chirurgiens pédiatres à opérer, pas beaucoup, 2 au Bénin, 1 au Togo, 2 au Sénégal, 3 au Sénégal, pardon. Et puis, ils vont essayer d'opérer. Mais allez voir là-bas.
Il n'y a pas la culture qui est derrière. Et quand on parlait d'éducation tout à l'heure, je vous suivais, mais 200%. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les infirmiers et dire, attendez, il fait 28 chez vous. Un bébé qui sort de salle d'opération, c'est 37. Il faut le chauffer. Et l'idée qu'on a besoin de réchauffer un bébé après une opération n'est pas naturelle. Ça nécessite une éducation. Je finis avec les phénomènes, par exemple, maladie. J'ai 3 dias. Les phénomènes maladie, vous voyez qu'on meurt de typhoïde. Pourquoi ? Parce que, déjà, nous ne connaissons pas bien cette pathologie. Ceux qui survivent à la typhoïde ont des fistules antéréocutanées. Et ils ne vont pas mourir de leur typhoïde, ils ont survécu. Ils vont mourir de leur perforation et de leur malnutrition. Et pour ça, il faut que quelqu'un, avant qu'ils aillent mal, ait le courage d'aller leur faire une laparotomie et des résections anastomoses multiples. Et en fait, eh bien, on ne le fait pas et ces enfants meurent à cause de ça. Enfin, dernière chose sur la médecine, il faut vraiment avoir un regard critique à ce que nous faisons. Je vois des médecins expliquer aux mamans comment on fait des lavements. C'est oublier que le lavement fait partie de la culture de base de la médecine subsaharienne. Vous avez une statuaire qui le montre et ils savent faire des lavements beaucoup mieux que nous en Occident. Donc c'est pas la peine de leur apprendre ça. Alors je terminerai en disant que j'ai espéré vous convaincre bien sûr de l'enthousiasme qu'il faut avoir pour aller enseigner. Je vous promets que dimanche je pars au Bénin. C'est pas pour aller opérer moi-même, c'est pour faire du teaching et de l'enseignement à tous les niveaux. Et en dehors de ça, il faut s'intéresser aux cultures locales pour ne pas faire des erreurs, pour comprendre dans quel contexte culturel on se place. Moi, je vous l'ai fait à propos du Bénin et de la région subsaharienne, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, etc., parce que je la connais. Je suis sûr qu'on peut faire le même exposé à partir de l'Asie, par exemple. Et j'ajouterais que c'est en plus un enrichissement. On l'a dit déjà à plusieurs reprises cet après-midi, faire des missions, c'est un enrichissement personnel, mais essayer de comprendre les cultures dans lesquelles on travaille, c'est juste quelque chose de tout à fait remarquable. Et je vous remercie de votre attention. Je tiens à remercier Olivier Rimberg pour son exposé tout à fait impressionnant. Nous savions que c'était un gros travailleur, Nous apprenons aujourd'hui que c'est un historien, un anthropologue qui a fait beaucoup de recherches. Tout ceci est passionnant et nous aide probablement à éviter des erreurs dans nos démarches humanitaires. Merci beaucoup, c'est passionnant, c'est très riche. Est-ce qu'il y a des questions après? Oui. Vous avez fait une plongée saisissante dans les racines de ce qui semble être une des difficultés majeures dans l'épidémie d'Ebola. Quelle est votre position ? Merci de poser la question. Je suis chirurgien et je ne sais pas soigner Ebola, mais par rapport à ce que je lis comme vous dans la grande presse, il est absolument évident qu'il y a plusieurs problèmes qui s'ajoutent. Bien sûr un problème de ressources, bien sûr un problème personnel, bien sûr un problème matériel, mais derrière votre question, je comprends bien ce que vous voulez me faire dire, c'est qu'il y a un problème culturel absolument énorme et on ne peut pas soustraire un corps dans la culture subsaharienne comme on devrait le faire pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Pour moi, c'est tout à fait une évidence et c'est l'illustration du discours que je viens de vous tenir. Je pense que tous ceux qui ont travaillé dans ces régions-là ne peuvent qu'être du même avis, bien sûr. Eh bien, merci encore, M. Rimberg.